Est-ce qu'on en est rendu à limiter la multiplication des humains? Les plus gros changements peuvent partir d'une personne. C'est pas le petit peuple, si je peux dire ça de même, c'est les grosses corporations. Ça serait pas géré de la même manière que les grandes entreprises. C'est l'opulence humaine. Mais on va foncer vers un mur anyway. On pourrait faire un bout au-dessus de la haine, le plus audacieux des Ben, je pense que le mot-clé dans cette question-là, c'est utile. Donc, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est majeur? C'est une autre question. Est-ce que c'est utile? Je crois que oui, inévitablement, parce que tout mouvement commence par quelqu'un qui agit. J'ai entendu parler de la collapsologie il y a comme quelques mois, puis je suis pas mal dans cette idée-là. Puis en bref, qu'on fonce vers un mur, puis que si on est capable d'amortir un peu la collision, ben, tant mieux, mais on va foncer vers un mur anyway. T'sais, à l'échelle comme globale, ceux mettons, si on parle de l'environnement en général, ceux qui consomment le plus, mettons, qui font des CO2, qui nuisent à l'environnement, c'est pas le petit peuple, si je peux dire ça de même, c'est les grosses corporations, c'est les millionnaires, les célébrités. Donc, les actions individuelles ont leur importance d'un point de vue symbolique surtout. Donc, je suis d'accord avec vous. Les grands changements doivent se faire par les meneurs du monde actuel. Mais ça ne veut pas dire de se déresponsabiliser, nous, de qu'est-ce qu'on peut faire, aussi petit ça soit. Il faudrait que les gens votent pour des partis, mettons, politiques qui ont plus des idées vertes, mais en ce moment, on voit que c'est comme pas ça qui arrive. Fait que là, à ce moment-là, c'est un peu difficile de dire comme, bon, mais si on peut pas le changer par le politique parce qu'on dirait que c'est pas ça que le peuple veut, là, s'il y a juste une partie du peuple, mettons, qui le fait, c'est là que, comme on dirait que ça revient au côté que c'est pas tant utile, que ça change rien. Mais je crois tout de même que les plus gros changements peuvent partir d'une personne ou qui a assez de contacts ou qui a la motivation pour partir un groupe, pour défendre la cause. Puis si on a cette idée-là générale que chacune des personnes pense qu'il peut aider la planète, je crois vraiment que ça peut avoir un impact, même si on part du fait que c'est une idée individuelle. Je crois qu'il y a un effet de vouloir appartenir à un certain groupe qui se dit peut-être plus écolo. J'entends beaucoup de monde se valoriser là-dedans. Genre, je pense qu'il faut faire attention aussi à comme savoir pourquoi on le fait, là. Pas juste pour l'apparence. Il y a certaines cultures qui ont beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de population, mais c'est des gens qui se satisfait de peu versus notre mode de fonctionnement occidental. Est-ce qu'on en est rendu à limiter la multiplication des humains au niveau des populations avec des modes de vie occidentaux là, hyper développés? Oh, ça va être cool. En fait, je suis un peu entre les deux parce que je crois que oui, parfois ça peut être utile. Par contre, si la prévention fait pas d'effet, ce serait important d'y arriver. Si justement c'est imposé, il pourrait avoir pas une espèce de révolte, mais je crois que ça pourrait en choquer certains. Tout ce qu'on a comme pouvoir ici, c'est de conscientiser les politiques pour justement sévir ici, puis des choses qu'au niveau de notre communauté ou notre province, on n'accepte pas. Là. Mais c'est sûr que certaines grosses compagnies, on n'aura pas le choix de sévir aussi. Fait que ce qui arrive, ça va à l'extérieur. Ah, c'est sûr. Mais il y a aussi le côté, des fois, c'est ça, comme tu disais, il faut taper sur les bonnes têtes. Les grosses compagnies sont tellement, selon moi, rendues plus mondiales qu'il peut être effrayant même pour le gouvernement s'il essaye d'y imposer quelque chose.
puis que ça fait pas leur affaire, j'ai l'impression que le pouvoir qu'ils ont, s'ils refusent de se conformer aux règles, peut être quand même un gros impact. Genre, oui, la population, les gens vont back off, puis genre, ils vont être comme non, puis ça va pas bien se passer. Mais je pense que les entreprises, faut y aller comme ça, genre drastique. Il faut être Mon plus opinion. sévère avec eux. Mon opinion, ouais. Genre, limite d'un matin. Ben, l'idée Ils ont pas le aussi, choix. c'est pas de focuser sur les grosses multinationales puis les grosses entreprises. Là. Je pense qu'il faut vraiment aller avec tout ce qui est au niveau de développement local. Puis c'est à ce moment-là qu'on va Ouais. avoir beaucoup plus d'influence. On sait d'où les produits viennent, comment ils ont été produits. Ouais, c'est ça. Wow! Ben là, premièrement, aisé, privilégié. Moi, pour moi, aisé, je voyais comme avoir de l'argent, privilégié, avoir des privilèges. Fait que c'est similaire, mais différent en même temps. Je pense que comme, oui, faut être privilégié monétairement pour vivre de manière écologique. Si tu n'as pas d'éducation, si tu vis dans un milieu où il faut que tu ailles puncher à l'usine, il faut que tu reviennes de l'usine, puis il faut que tu manges du craft dinner, puis après, il faut que tu ailles dormir parce que le lendemain matin à 6 heures, il faut que tu sois à l'usine, ben, tu peux pas nécessairement avoir une vie verte, accomplie, émancipée, etc. C'est pas nécessairement dans ton pouvoir. C'est pas tes priorités non plus. Non, exact. Ben, il faut que tu manges. C'est vraiment plus facile d'acheter un véhicule électrique. Dépendant de l'argent, tu peux t'acheter une maison que tu peux essayer de construire de façon où d'intégrer des systèmes plus verts. Il faut arrêter d'être consommateur puis redevenir producteur. C'est-à-dire soit producteur pour les autres, mais en premier, être producteur pour soi-même. Donc, tu sais, c'est faut aller regarder tout ce qu'on utilise au niveau de nos ressources aussi, puis de voir qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme changement dans nos vies aussi. Là. On revient à l'idée de la décroissance. Fait que selon moi, il y a ça, tu sais, c'est au-delà de la question du pouvoir d'achat puis tout, là, parce que je crois tellement que plus tu as de l'argent, plus tu as une empreinte écologique élevée. Je pense que l'équilibre dans tout ça, c'est l'opulence humaine. Dans tous les cas, l'humain va être opulent. Après, est-ce qu'on peut contrôler l'opulence humaine grâce à la raison humaine? C'est à voir. Toutes les crises qu'on traverse, c'est des crises qu'on provoque par notre opulence. Mais la crise du COVID, c'est similaire à la crise climatique, dans le sens où on se prend pour des victimes là-dedans, mais on l'a causé, cette crise-là. Puis il faut pas voir ça comme une question d'un État, d'une frontière, d'un groupe. C'est l'humain en tant que tel. L'opulence humaine est la cause de la plupart des dégringolades d'empire. On a toujours voulu en avoir plus, ce qui nous a mené à notre fin, en gros. Je cite mon beau-père qui a des terres qui fait beaucoup, qui fait de l'agriculture. Son fils a des animaux. Puis quand on regarde ça, la grande majorité de ce qu'on mange, c'est les légumes de nos jardins qu'on conserve durant l'hiver et la viande que son fils s'occupe des veaux. Et on n'est pas riche, mais on réussit à nourrir puis à vivre avec ce qu'on a parce que c'est notre mode de vie. Tu mettons, ton beau-père, c'est... Mon Dieu, je sais pas comment dire. Ben, je suis heureux pour lui, c'est le fun, mais c'est ça aussi qui arrive, que c'est... Je sais pas comment dire, pas qu'il est trop tard, mais que c'est difficile de revenir à ça parce qu'on va être bien honnête maintenant. Tu sais, mettons, c'est pas tout le monde qui peut avoir un accès sanitaire. Mais en général, mettons, on prend tous les gens qui sont à Montréal, dans des grandes villes. Ils peuvent pas comme être producteurs d'eux-mêmes, dans un sens, là. Puis si là, mettons, je rentre dans un autre sujet, mais mettons, tous les gens qui viennent habiter ici, que ce soit les immigrants, les réfugiés, ces gens-là, tu sais, il faudrait, dans un sens, que ce soit même sinon le gouvernement qui dit, ben, je vais vous offrir un lopin de terre, occupez-vous-en. Mais c'est ça aussi qui arrive, c'est qu'il y en a plus, on est comme soit trop d'humains, comme maintenant vous avez dit, il y a un problème, ou c'est parce qu'on l'utilise mal, nos terres. C'est à cause de la population qu'on est, il faut qu'on utilise en ce moment la technologie pour avoir assez de nourriture pour tout le monde. Fait que c'est pas en faisant de la décroissance puis en revenant comme en travaillant la terre que ça va être assez. Tu sais, moi je trouve que c'est plus le contraire, c'est en allant plus vers l'avenir, la technologie. Mais c'est d'avoir une technologie plus verte. Je pense qu'on se donne cette image-là qu'il faut avoir les moyens d'avoir un mode de vie responsable puis tout. Mais plus ton mode de vie augmente, puis plus tu es aisé, bien, plus tu vas avoir tendance à t'acheter le 4 roues qui va avec la moto, qui va avec le VR, qui va avec la grosse maison, qui va avec les 2 garages. Puis plus souvent qu'autrement, on a encore ce phénomène-là d'accumulation puis de
hey, mon pouvoir d'achat grandit, puis je vais juste l'utiliser de plus en plus. Alors que ce qu'il faut, avec un mode de vie aisé, c'est au contraire de revenir à une simplicité qui est choisie, volontaire. Tu disais, c'est un privilège en soi, là, puis je vous suis vraiment là-dessus. Mais de choisir de revenir à quelque chose de sobre. Hey, 3-3. C'est ma question, c'est pourquoi on voudrait un enfant biologique? Est-ce qu'on voudrait un enfant biologique pour avoir quelqu'un qui est vraiment 100% de nous? Ou encore, c'est parce qu'on veut suivre la norme? Mais en soi, j'ai rien contre le fait d'être père un jour, mais si je veux être père, je vais l'adopter. Mais je me rends compte de plus en plus, des dernières années, de l'importance de prendre soin de mon entourage, puis de tisser le fameux tissu social. Ça prend la forme de prendre soin des enfants autour de moi, tu sais, pour rendre service dans un monde qui est de moins en moins facile, tu sais. J'ai pas besoin d'attendre d'avoir des enfants pour m'occuper d'autres personnes, tu sais, de développer ce sentiment d'interdépendance-là, tu sais. Mais de me rendre compte que, ben, aujourd'hui, maintenant, j'ai mon rôle à jouer pour éduquer, tu sais, des personnes autour de moi, puis m'éduquer en même temps au contact de ces personnes-là. C'est ça, qui se vit de tellement de façons, tu sais, c'est diversifié, pluriel, mais il y a ce respect-là, il y a ce devoir-là de reconnaître, de se reconnaître d'égal à égal, je sais pas. J'ai grandi dans une famille de 5 enfants. Le fait de vivre avec que des gens qui avaient le même lien de sang avec moi, ça m'a tellement apporté une confiance puis une protection qui me poussait à aller comme plus loin, de sentir qu'il y avait des gens, pas juste des gens là pour moi, mais des gens qui étaient connectés à moi, que pour moi, c'est comme trop quelque chose d'important pour moi, que je voudrais avoir mes enfants puis pouvoir transmettre ce sentiment-là que moi j'ai eu en vivant dans une grande famille. Fait que tu as probablement bénéficié d'un lien très fort dans ta famille et en plus, c'était des liens de sang, ben tu sais, tant mieux. Mais je pense que les gens peuvent être adoptés puis bénéficier aussi là, de liens très forts. Là. Je pense qu'en tant qu'être humain, on fait beaucoup de projections, genre, puis nos enfants, on voudrait donc qu'ils aient les mêmes valeurs que nous. Puis des fois, ben, ça va peut-être pas être dans cette direction-là, tu sais, on s'entend. Je voudrais élever mes enfants d'une manière autosuffisante, puis comme leur inculquer ça, mais ça se peut qu'ils fassent fuck off, puis qu'ils partent de sa vie, puis ils s'en foutent. Là. Je dirais, au prime abord, je suis une éternelle optimiste aussi. J'espère que j'ai pas la pensée magique, mais j'ose espérer qu'il y ait dans une continuité au niveau de la protection de l'environnement aussi. Par rapport à mes enfants, ce que je peux faire de plus, c'est les conscientiser. Puis après ça, ben, il va n'en tenir qu'à eux de faire leur bout de chemin, puis d'essayer je dirais, de rayonner, puis de contaminer dans le bon sens les personnes de leur entourage, puis pour qu'eux aussi soient conscientisés face à l'importance de l'environnement, puis pas gaspiller les ressources. Ça, c'est la première fois qu'on est bon. Oh. Mais j'ai envie de mettre... Fait que oui, ça, je veux dire comme que. C'est sûr que là, j'ai pas toutes les statistiques des affaires-là, mais moi, je trouve qu'il est jamais trop tard. T'sais, l'humain, on est une race qui est capable de s'adapter aux affaires de même. Fait que même si, comme tu dis, on va frapper un mur, puis ce mur-là va arriver, puis il va avoir des grosses conséquences désastreuses. Il y a souvent des parties du territoire qui sont, mettons, le Bangladesh ou le Pays-Bas, qui sont comme des pays qui sont vraiment comme sur le bord de l'eau, que eux, ils vont peut-être, mettons, les perdre. Mais l'humain va quand même persister à travers ça. Puis en même temps, c'est pour ça que je trouve que ça n'a rien de juste se dire comme d'être en mode comme bon, ben, ce qui va arriver, on laisse ça de même, profitons. Je trouve quand même qu'il faut profiter, mais en même temps, tu sais, comme depuis tantôt, on parle de d'autres sujets, puis c'est bien, je trouve, de finir avec ça, mais tu sais, faut quand même en faire des actions. Faut peut-être pas nécessairement se priver de tout, mais en même temps, on l'a dit, faut taper sur la tête de certaines personnes qui en causent beaucoup. Puis, tu sais, faut faire des petits changements pour essayer que, même quand on va frapper ce mur-là, puis on se regarde de continuer par-dessus, qu'on puisse quand même vivre. Oui, il va y avoir des choses terribles qui vont se passer, mais faut pas que ça nous empêche de vivre. On dirait que je pense d'être consciente puis d'être éco-anxieuse, ça fait que des fois, je me limite, puis là, je me dis... Ouais, j'ai quand même envie de parler de ça parce que je me dis, mettons, les plaisirs de la vie, mettons, qui sont pas responsables pour l'environnement, ben comme on les bannit, mais là, est-ce qu'on profite de la vie? Non, mais ça serait égocentrique de le faire. Fait que je sais pas, c'est pour ça que j'ai mis nuancé, parce que je pense que si tu veux
profiter de la vie puis te foutre de tout, ben tu respectes pas l'environnement nécessairement. OK. C'est un peu la comparaison avec le mur que tu parlais, là, tu sais. Fait qu'on peut voir ça puis de dire, tu sais, puis d'être pessimiste, puis de dire, il n'y a rien à faire, puis d'avoir peur, puis vivre dans l'anxiété. Mais d'un autre côté, on peut voir ça puis d'aller vers l'action. Fait que soit d'en profiter ou de poser des actions ou de s'impliquer, mais quand même d'en profiter aussi, profiter de la vie aussi quand même. Le profitons-en, ça veut pas dire pour autant se fermer les yeux, faire du déni puis avancer tout droit. Ça veut dire profitons de ce qu'on a présentement tout en avançant dans le respect de ce qui s'en vient. C'est de dire que nous, on va disparaître comme tous les êtres vivants sur Terre. Pensons à ceux qui vont nous suivre. Tu sais, qu'on ait un espèce de regard de contemplation sur hey, la complexité de ce monde-là qu'on décrit depuis tantôt, là, tu sais, les inégalités socio-économiques, le rapport nord-sud, là, puis en tout cas, tout ça est tellement complexe, là, juste de prendre 2 minutes pour constater hey, je suis en train j'évolue là-dedans. Puis là, l'environnement comme tel, c'est quelque chose de grand, de complexe, de si beau. Puis je pense que de nourrir ce rapport-là, de prendre soin, mais ce sentiment-là d'être aimé, puis d'aimer en retour, puis d'avoir envie de connaître ça à ton tour, d'avoir des enfants, tu sais, ben, de connaître ça avec des personnes avec lesquelles on n'a pas de lien, tu sais, naturel. Qu'on aille chercher quelque chose d'extraordinaire dans la banalité, dans l'ordinaire autour de nous, tu sais. Je pense que ça peut se faire autant en lien avec l'environnement qu'avec des personnes, tu sais, on se connaissait pas avant de Non, venir ici. effectivement. La chambre d'écho correspond à une situation où les croyances et opinions sont amplifiées ou même renforcées au sein d'un groupe ou d'un système qui est fermé. Les idées circulent donc en vase clos sans être confrontées à des points de vue différents. Ça peut conduire à une polarisation des opinions, évidemment parce que les membres du groupe entendent et voient essentiellement ce qu'ils croient déjà et ça renforce ainsi leurs convictions. Les êtres humains, depuis toujours, on a le réflexe de s'entourer de personnes partageant des opinions et des valeurs similaires, mais avec les médias sociaux, le phénomène a explosé. Avec les algorithmes, on est exposé à du contenu qui correspond à nos préférences et nos croyances, et ça nous isole des perspectives opposées à celles-ci. Souvent associées à la désinformation et à la radicalisation des opinions, les chambres d'écho comportent des risques pour notre propre jugement critique. Dans ce contexte, il est important de se responsabiliser face à nos façons de s'informer, par exemple en se confrontant à des idées et opinions qui peuvent diverger des nôtres. Ça m'effraie un peu d'être perçu comme quelqu'un qui prend position sans forcément avoir les ressources pour prendre cette position-là. En général, j'aime pas tant quand les gens sont mis dans l'inconfort. Fait que quand il y a des gros clashs, j'adore comme des opinions différentes, mais quand il y a des gros clashs puis que ça met des gens mal, je sais pas si je trippe, là. J'y vais avec tellement de timidité puis tellement la crainte de susciter genre une réaction de fermeture complète, finalement, que ça casse la relation, tu sais. Ouais. Fait que je travaille vraiment là-dessus, mais j'ai vraiment l'impression que j'aimerais me faire davantage confiance. Ça n'empêche pas non plus que mon opinion change aussi avec les arguments des autres ou des choses que je peux vivre au courant de ma vie aussi. Faut que quelqu'un le commence, le dialogue. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas peur, qui se lance, puis qui se dise comme, ben moi, je vais m'ouvrir à toi. Fait que j'ai essayé comme au début, on a commencé avec un entre-deux, puis après ça, on définit chacun notre point de vue, là, on en discute. Si on se parlait doucement sur un autre temps, dans un autre champ de vision, peut-être que si on se croisait plus souvent entre les pôles d'un autre camp, d'une autre chambre d'écho, peut-être que si on s'écoutait autrement